ça, oui, 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 ladies in action en Kaila. Yeah, quand on petit, oui, 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 c'est un seul famille, oui, oui, oui. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. C'est pas comme ça qu'a fait après-midi. Hier, Zotka dit non, c'est pas comme ça qu'a fait. Alors, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Belgique, au Luxembourg. Et puis, jusqu'à Miami, dernièrement, on a eu quelqu'un qui nous a appelé de Miami, et puis toute la Caraïbe. Donc, comme je vous l'avais annoncé, cet après-midi, on va parler d'industrie, on va parler de Wounou. Ça, c'est la surprise. Et puis, la grande surprise, on va avec Serge Larrivé, qui nous arrive du Québec. On va parler de la mort, on va parler de Dieu qui n'existe pas. On va parler de tout ça. Bien. Alors, Serge Larrivé. Et puis, pardon. Et puis, Mafoun, c'est tout. Mafoun, ou pas, ça, tout ça nous paye, ça va après-midi. Hein? Bon Dieu, mais si quand il dit des bails comme ça, bon Dieu, ça va faire mal. Hein? Ah, ça va faire mal, bon Dieu. Est-ce que ton cœur bat vite mon déjà? Mon cœur bat vite, bon Dieu, c'est la mi-carême, mon Dieu. Ah, bon Dieu, monsieur, quand même, vous ne savez pas là où vous allez. Bon, j'espère que vous priez fort, celui en qui vous croyez, parce que nos marabouts sont debout, et nos sorciers, et nos gadets des affaires. Vous êtes l'arrivée, assurez votre départ, monsieur. Je vous dis ça. Alors, merci. Serge Larrivé, je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Ici, il fait toujours beau. Tu t'en es rendu compte en débarquant du Québec? Tout à fait. D'accord. Ouais. Ça va, tu n'as pas trop chaud? Je suis un homme chaud, donc j'ai chaud, toujours ton sang est chaud. Oui, j'ai toujours chaud. Alors, Serge, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Alors, je suis donc né au Québec. Oui. Je suis vieux. Ah bon? Et... vieux, c'est quel âge? J'ai 74 ans. C'est pas vieux, ça? Oui, d'accord. Donc, je ne suis pas vieux. Je suis professeur d'université depuis 45 ans. D'accord. Ma spécialité, c'est l'intelligence humaine. Mais il y a beaucoup d'étudiants dans ce monde, comment tu fais? Deuxième spécialité, c'est sur le fonctionnement de la science, mais sous l'angle des fraudes scientifiques et des pseudosciences. Par exemple, j'offre $1 million à toute personne qui peut me démontrer qu'elle a des pouvoirs dits paranormaux. C'est-à-dire qu'elle peut faire bouger les tables, des choses comme ça. C'est un très bel exemple, oui. D'accord. Bon, je te fais ça tout à l'heure. D'accord. Alors, Philippe Jot, bonjour, je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Merci de venir nous parler de la semaine de l'industrie. Donc, qui es-tu? Alors, on sait pour l'ancienne mandature, mais il y a une nouvelle qui est toute nouvelle, même si elle date que de novembre. Voilà, donc je suis, après avoir été pendant 5 ans président du MEDEF Martinique, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique depuis novembre 2016. Et on parlera effectivement de la semaine de l'industrie qui vient de s'achever, une semaine qui a permis de mettre à nouveau à l'honneur toute notre production locale avec son poids économique, ses emplois et ses produits de qualité. D'accord. Rodrigue Sorel, Rodrigue Wounou. Alors Wounou, c'est la surprise de l'émission. Yarou, et puis nous qui sommes autour de la table. C'est un petit clin d'œil au créole, parce que tout le monde utilise l'anglais dans le domaine de l'Internet. Moi, je suis... Alors, je ne suis pas un nationaliste politique, je suis un nationaliste économique. C'est-à-dire que je pense que dans mon pays, on peut faire plein de choses. Alors, est-ce que tu sais que la Martinique, c'est un pays, hein? Un pays, c'est un peuple, une culture et une langue. On a ça. Donc, c'est ça. Oui. Tu as compris. Oui. Et j'ai créé ce portail parce que, tout simplement, il y avait un manque, il y avait un trou, parce qu'il y a Facebook, qui est un très bon produit, je ne suis pas là pour contester. Je suis fan. Hein? Oui, alors... non, il est très très bien, mais il ne répond pas toujours aux exigences des personnes qui ont besoin vraiment de choses structurées. Donc, j'ai fait un produit qui est mieux structuré, qui est plus complet, qui va beaucoup plus loin. Donc, et qui parle de nous. Et qui parle de tout ce qui... Alors, c'est un produit international, hein. C'est pas un produit pour la Martinique, c'est un produit en Martinique, fait par moi en Martinique, je le revendique haut et fort. Ta fonction, je suis ingénieur en informatique, donc bon, c'est un peu dans l'ordre des choses.
Et j'ai voulu le faire ici, j'ai tenu à le faire ici, même si je n'ai pas été définancé ni par les banques, ni par qui que ce soit. C'est bien de le dire. Non, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Parce qu'on m'a fait remarquer que si j'étais parti le faire aux États-Unis, j'aurais eu $1 million de dollars sur la table tout de suite pour le faire. Tu as peut-être une chance d'avoir le $1 million de... Si tu fais bouger la table. De bouger la table. Ah, mais ça, je vais lui mettre sur la tête même, il verra que ça fonctionne. Maintenant, il ne verra pas la main, mais ça va se faire. Donc, par là, je veux aussi dire aux jeunes Martiniquais... Alors, ces 2 caméras-là sont sur toi. Tu leur dis. D'accord. Je veux dire aux jeunes Martiniquais, vous pouvez faire des grandes choses. Nous venons des grandes écoles, des facultés, des universités de métropole ou de Martinique. Excuse-moi, c'est où la métropole? C'est où? C'est quel pays, la métropole? C'est un autre pays qui s'appelle France. Ah, ça s'appelle la France, parce qu'on n'a pas de métropole. Il y a 4 métropoles en France maintenant. Tu sais il y en a, oui, Toulouse. Il y a 4. Nous, pas ni métropole. La métropole de la Martinique, c'est Fort-de-France. Ou bien... Géographiquement, c'est ce qui est écrit. Hein? Ouais, pour nous, je dirais marin, mais bon. Non, ce que je veux dire, c'est que... Si vous me laissez le dire, je dis que c'est à Joupa-Bouillon, la première ville de Martinique. Hein. Ah bon? Et ça, c'est vrai, par ordre alphabétique, c'est indiscutable et non négociable. C'est non négociable. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je viens d'à Joupa-Bouillon. D'accord. On a réglé le problème de la métropole. Oui, on n'en parle plus. C'est réglé, on sait tous que c'est à Joupa-Bouillon. On sait tous que c'est à Joupa-Bouillon. Donc, je dis à tous les jeunes Martiniquais, vous avez des compétences, vous êtes valables. Bon, il faut qu'on arrête de dire que les jeunes ne sont pas capables en Martinique. Ils sont capables, ils ont des compétences, ils ont les mêmes formations que les autres. Puisqu'ils partent au Canada, ils partent en Australie. Donc, il faut qu'ils osent, il faut arrêter d'attendre sur les politiques. Il faut oser faire, se prendre en charge et ne pas écouter beaucoup de gens en Martinique avec notre culture. On ne peut pas faire, ce n'est pas pour nous. J'ai entendu ça tout le temps. Oui. Donc, non, on peut faire. Tu as prouvé qu'on peut faire. Oui, on peut faire. Et on peut faire des grandes choses depuis la Martinique pour rayonner dans le monde. Très bien, nous baillons la main. Bravo. Je voudrais rebondir sur ce qu'il dit sur la jeunesse martiniquaise, parce que cette semaine, ou la semaine dernière, il y a 6 jeunes martiniquaises qui ont eu un prix national Innovatech. Elles ont travaillé sur un produit complètement innovant, avec une puce à mettre sous la peau, qui permettra notamment de suivre les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, et pas que. Ah oui, mais ça c'est dans la machine, là, c'est Matrix. Non, mais ça, la puce sous la peau, c'est Matrix. Ah ouais, mais ce sont des jeunes martiniquaises qui ont eu le prix national Innovatech. D'accord. Donc, des talents, chez nous, il y en a plein. Ouais. Il faut simplement qu'on ose, il faut qu'on leur donne les moyens, qu'on les accompagne, mais les talents, ils existent. Alors c'est vrai qu'il a de la chance parce que son produit, son activité, elle est délocalisable. Parce que il travaille pour le monde entier et il suffit d'avoir des bons réseaux informatiques et la bonne connexion pour y arriver. Et c'est une chance pour nous. Toute cette partie numérique et ce développement du numérique, c'est une chance pour la Martinique, les jeunes Martiniquais, de pouvoir réaliser chez eux des produits vendus dans le monde entier. Et puis en plus, le français, c'est la 4e langue d'Internet. Et puis tu sais, les jeunes... Tu ne savais pas ça ? Non. Le français, c'est la 4e langue. Dans la francophonie, c'est la 4e langue. Nos jeunes sont citoyens du monde. Ils parlent anglais, ils parlent français. Certains parlent brésilien. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème sur ça. Il n'y a pas de problème sur ça. D'accord. Mafoun, tu veux dire... Ah non, mais ça vient la semaine passée. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais, et explique-nous tes jeux de mots. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Pour les gens qui ne connaissent pas, je répète, je m'appelle Mafoun Setou, président NPB, nom pas bon, CDI. Alors monsieur, c'est nom pas bon, c'est les hommes en général, c'est pas bon du tout. Mais CDI, je vais te dire après, parce que ça, c'est censuré. Bon, mais tu as compris, c'est pas une bonne chose. Avec mes mots, je fais des jeux de mots, et avec mes mots, je parle des mots de la société. Voilà. Et je fais les jeux de mots, c'est Mafoun Setou. Alors on peut me retrouver sur Facebook. Tu connais Facebook? Bientôt où nous? Bientôt où nous? Bientôt dans un petit moment, on va négocier. Je connais Facebook, mais je ne suis pas sur Facebook. Tu n'es pas sur Facebook, monsieur? Je n'ai pas de cellulaire. Ah bon? Eh bien, bon Dieu. Mais tu es intelligent, tu es professeur. Je n'ai pas d'Internet à la maison. J'ai un Internet au travail. Et pas de télé à la maison non plus. Parce que et pas de télé je n'ai pas le temps d'être sur Facebook
d'être sur Twitter. Mais Facebook, c'est portable. Regarde, je suis là, je suis Je sur ne nie Facebook. pas ça. J'étais un des premiers à publier sur l'importance de la programmation pour le développement de l'intelligence. Alors, je suis très conscient de ça, mais d'être constamment... Je n'y arriverai pas. Je n'arriverai pas à faire mes travaux si j'étais constamment. Constamment, mais un peu quand même. C'est parce que vous êtes dans une sorte de contradiction là, avec vous-même. Je suis tout à fait en accord avec vous que je suis un être de paradoxe. Et d'ailleurs, c'est une des façons de vivre les plus intéressantes. C'est rempli de paradoxes. Oui, bonheur est dans d'avoir le des paradoxe. paradoxes. Et c'est même une façon de se sortir de tous les pétrins. Je vous en parlerai tout à l'heure. D'accord. Alors, on commence. Alors, tu es venu dans le cadre de la semaine de l'âme d'or. De l'âme d'or, oui. Et donc, le C'est thème... un colloque sur la mort. Oui. Et c'est assez intéressant, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait quand, avec un enfant ou un adolescent, quand le père ou la mère meurt, ou l'inverse, que ce sont les enfants qui meurent. Avant les parents. Et il semble qu'il y ait une série de tabous qu'on n'en parle pas. Par exemple, si un enfant est orphelin dans une école, personne ne le sait. Alors que ces enfants-là vivent des choses pénibles. Okay? Et alors moi, j'ai décidé de baser mon intervention non pas sur ce qui va mal, en tant que j'en ai complètement marre de la psychologisation de la société. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ce qui va mal et de parler de ce qui va bien? OK. Alors, dans ce Mais attends, mais quand quelqu'un meurt, ça va bien, puisque l'âme s'envole et que le corps reste on là. parlera de l'âme plus tard. Toujours 1 million, hein? Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont ceux qui ont de la résilience. Et qu'est-ce que de la Alors, résilience? tu sais, chez nous, la résilience, on nous la sert à toutes les soupes pour nous dire que nous sommes des descendants d'esclaves, mais qu'il faut être résilient et qu'il faut oublier ça et puis être heureux, hein, parce que tout ça, c'est derrière. Hein. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ah bon, merci. Parce qu'il y a des... Voyez-vous, donc, je compare toujours la résilience à une trampoline. Comme un kangourou qui saute, boum, boum. Alors, c'est ça, c'est avoir du ressort. Okay? Et un des éléments, il y a 3 éléments qui font que quelqu'un peut être résilient. Le premier, je suis entouré de personnes chaleureuses. Bienveillantes. J'allais dire, une suffit. Mais bon, tant mieux s'il y en a plus. 2, j'ai un tempérament souple. Relativement souple. Je ne suis pas rigide en termes de comportement et en termes d'exigence. Et le 3e facteur qui, à mon sens, là je suis biaisé, et le plus important, c'est avoir de bonnes habiletés intellectuelles. Des bonnes habiletés intellectuelles. Mais ça, mais en ce moment, c'est rare, hein? Non, mais écoutez, non. C'est quoi une bonne habileté intellectuelle? C'est d'être capable de résoudre des problèmes. Vous savez, quand on me demande comment définissez-vous l'intelligence, je réponds d'abord, capacité de résoudre des problèmes. C'est connaître cette table de multiplication? Non, des problèmes de la vie de tous les jours. Et le meilleur test d'intelligence, à mon avis, c'est le quotidien. Comment les gens composent avec leurs problèmes au quotidien. Il y a des gens qui sont dans la merde et qui y restent tout le temps. Mais ça s'appelle du bon sens. Non, ça n'a pas de sens, ça. Il faut que ça sortir des troubles que l'on a. Il y a des gens qui s'en sortent, puis d'autres qui restent toujours dans la misère, dans la difficulté. Il y a des gens qui ne savent pas se sortir de la merde, tout simplement, parce qu'ils sont bien dedans. Oui, ils ne font rien pour en sortir. Ils aiment se plaindre, ils ont besoin d'attirer l'attention sur eux, donc ils se complaisent dans cette situation. Ça s'appelle un bénéfice secondaire. Voilà. Pour parler des morts chez nous, je n'ai pas le sentiment qu'on ait peur de parler des orphelins. D'ailleurs, les orphelins sont très vite pris en charge chez nous, parce qu'il y a toujours la famille qui récupère les enfants. C'est de moins en moins vrai. Hein. Voilà. L'évolution de notre société fait que ça, c'est de moins en moins vrai. On le trouve encore à la campagne, mais avec l'urbanisation, c'est sûr que ça se voit moins. Mais les collègues qui présentaient au colloque, ceux qui viennent de la Martinique, semblent vous donner raison. Ah oui. Heureusement, ça a évolué dans un sens qui n'est pas nécessairement un sens positif. On est de plus en plus isolés. On vit comme dans les métropoles. Dans les métropoles. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on copie la métropole. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on avait des rituels chez nous. Quand quelqu'un mourait,
déjà, bon, on va pas aller jusque-là, en monde mauvais chien libre. C'est pas... Mais on avait des rituels et les gens entourait, étaient entourés. Oui. Il y avait déjà une veillée. Ouais. Et ici, on avait une tradition. Une tradition morale, c'était que devant la mort, il n'y a plus d'ennemis. Que même si on est fâché, tout le monde est réconcilié parce que c'est devant la mort qu'on a besoin de faire la soupe, de s'occuper, de faire des fleurs, de préparer la veillée. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Les gens, ils transmettent des conflits et ils disent je ne veux pas de veillée parce que je ne veux pas qu'on vienne me voir. Je ne veux pas de condoléances parce que mon pas besoin de pièces hypocrites viennent serrer dans même rein. J'étais malade, je n'ai vu personne. Et après, maintenant, ils disent pas de veillée, pas de condoléances. Et vous demandez comment va un tel? On te dit mais elle est morte. J'ai dit quoi? Et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il y a une mutation qu'il est urgent, mais urgent d'arrêter. J'ai tendance à vous croire. Mais la question est, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Ben, en fait, c'est dû au mal-être des gens. Et puis, je crois qu'on nous a servi, je ne dirais pas dans tous les médias, mais beaucoup de médias, rien que des choses de l'extérieur, pas forcément bonnes, des feuilletons, des machins, par exemple, qui sont complètement stupides et ridicules, mais qui maintiennent une sorte d'illusion en transformant un état d'esprit. Et puis, aujourd'hui, je me rends compte qu'on est en train de... Alors, j'entends souvent des gens dire, des pseudo-intellectuels dire qu'on évolue. Je suis désolé de dire, en Martinique, j'ai tendance plutôt à croire qu'on régresse. Bien sûr, moi aussi. Et maintenant, on a des outils à notre disposition, on a beaucoup d'informations, hein, mais on ne sait pas prendre les bonnes informations parce que, comme il disait tout à l'heure, on n'a pas la capacité d'analyse. On nous a imposé des choses et on entre dedans. Pas tout le monde, heureusement. Mais dans la mort, il y a surtout qu'on a changé nos habitudes avec le crématorium. C'est-à-dire à partir du moment où les gens n'ont plus fait de veillée à la maison, parce que même ceux qui peuvent ne le font plus, en se disant, c'est très bien, c'est de 18h à 10h, à 22h, pas ni personne bocaïmouin, je vais là. Et puis, ça les éloigne d'eux-mêmes. Oui, mais on va faire une veillée toute la nuit. Aujourd'hui, même un coq qui chante, on porte plainte alors. Non, mais encore heureusement que dernièrement, monsieur le facteur de tambour est mort, paix à son âme, qui n'a eu. Ah, machin. D'Artagnan, que j'ai eu sur le plateau et que nous faisons belle veille, d'Artagnan et puis tambour et puis toute bagaille. On a eu des tambours. C'était un monsieur qui fabriquait des tambours belais. Et il est décédé. Mais la veillée s'est faite dans la tradition. C'est bon. Dans la tradition. Et ce ne sont qu'eux qui le font encore. Ouais. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des endroits où vous allez vouloir faire une veillée traditionnelle, c'est-à-dire une veillée, ça dure toute la nuit. Hein. Chez nous. Et les gens viennent par enroulement, il y a la soupe, il y a même des endroits où j'ai vu du champagne parce que c'était festif. En Guadeloupe, ils font ça. Oui, non, en Martinique, j'ai vu ça. Aussi. Bon, mais aujourd'hui, il y a... Aujourd'hui, les gens sont décelleux et ils sont dans la sinistrose. Voilà, ils n'aiment pas... On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde dérange tout le monde. Voilà. Donc, c'est un peu dramatique. J'ai l'impression aussi qu'avec la télévision, il y a énormément de programmes qui sont presque une insulte à l'intelligence. Mais on a 5 heures de ça par jour ici. On a 5 heures. On a peut-être plus. Avec les chaînes en continu, en cumulant. Si les gens zappent, ils ont des feuilletons sans intérêt toute la journée et toute la nuit. Voilà. Alors, quand je dis aux gens que je n'ai pas le câble, chez nous, ça veut dire que je n'ai pas... J'ai un nombre très limité de postes que je peux écouter. Hein, quoi? Mais je dis, mais... Quand je vais à l'hôtel, je regarde les autres émissions, mais j'apprends rien. Non, mais c'est... C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber des extrêmes aux extrêmes. Parce que tu penses que la télé est faite pour apprendre quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a été élevés. Toi et moi, on pense que la télé était faite pour nous apporter quelque chose. Ça serait intéressant. Mais Zouk TV, c'est ça qu'on fait. On apprend aux gens des choses. C'est ça qu'on fait. Parce que... Mais le problème, c'est que les gens n'écoutent pas nécessairement ces émissions-là. De zapper... Sauf celle de Guylaine. Les gens vont devenir dans le futur avec des pouces énormes, avec l'évolution, parce qu'ils vont toujours être en train de... Attention, il y a des très bonnes émissions dans certaines chaînes généralistes, mais ces émissions passent à 23h.
Donc, non, c'est ça. Alors, mais parce que la télé, aujourd'hui, c'est du divertissement, c'est un produit. Voilà. Et leur but, c'est quoi? C'est de divertir et c'est d'avoir la ménagère de moins de 50 ans. Voilà, et de rendre niais les gens. Et pour vendre de la pub. Vas-y. Et j'aimerais ajouter une autre chose. Sur la résilience, je n'avais pas fini. Non. J'en ai marre que dans les émissions de radio et de télévision, on dise au commun des mortels, au peuple, donnez-nous votre opinion. Elle nous intéresse. Voilà. Ça ne nous intéresse pas. Et j'aime bien, tu dis, la télévision et Internet encouragent le sous-développement intellectuel en offrant une très vaste gamme de produits pseudo-scientifiques. Bon, d'accord. Tu as dit ça, c'est oui, d'accord. Je le pense. Je le pense. Quand on demande, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Les gens donnent leur opinion sur tout et sur rien. Alors que, mais de quel droit? C'est pas parce que j'ai une opinion que ça veut dire qu'elle est valable. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Et quand je pense qu'un fait est véridique, vous savez qu'est-ce que je fais? Non. Il n'y a pas de jeu de mots. Fait, qu'est-ce que je fais? Non. Je fais tout mon possible pour essayer de démontrer que j'ai tort. D'accord. En science, on fonctionne comme ça. On doit tout faire pour démolir nos théories. Et si elles résistent, c'est parce qu'elles sont temporairement non fausses, la science étant biodégradable. Non fausses. Bon. Mais les gens, non. Les gens, ce qu'ils font, c'est toujours confirmer ce qu'ils pensent, alors qu'on doit faire exactement le contraire, essayer de trouver des arguments qui contredisent ce que nous pensons. Évidemment, c'est fatigant pour le cerveau. Donc, mais bon. C'est Alzheimer. Et c'est pas naturel à l'homme de faire ça. C'est pas naturel. Ben donc, non. Donc on se fait souffrir, on est misogyne. Non, ça veut dire, mais si je veux avoir une connaissance de la réalité la plus exacte possible, ben, je dois procéder comme je viens de le dire. Et dans cette perspective-là, les opinions, j'en ai rien à fiche. Ça ne m'intéresse pas. Il y a un nouveau phénomène, il faut quand même savoir ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est savant sur tout. Mais oui, mais voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Dans ce cas-là, avec ce phénomène-là, personne ne peut raisonner comme toi. Parce que tout le monde est imbu de sa personne. Et tout le monde a une opinion. C'est moi, tout est ramené à soi. C'est ça. Donc, on dit les mêmes choses. Voilà, on tombe dans la médiocrité automatiquement. Et ce qui est le plus grave, c'est que quand des spécialistes disent, ils sont décriés parce que c'est leur opinion et que leur opinion n'est pas la vérité et qu'ils ne sont plus des personnes ressources. C'est-à-dire que là, en fait, ce que je déplore aussi, mais là, bon, c'est le manque de culture scientifique de la plupart des gens. Parce que si on avait un minimum de culture scientifique, on saurait de préférence, on doit se fier aux publications dans des revues scientifiques évaluées par les pairs. Moi, quand quelqu'un veut me vendre un produit, c'est arrivé là, au colloque, je dis oui, avec plaisir, je vais l'acheter si vous m'apportez la liste des publications qui démontrent que ce produit a été bien évalué par des chercheurs dans des revues scientifiques avec comité de lecture. Je parlais à un extraterrestre, parce que c'est sûr que... Il te prenait pour un extraterrestre. Oui. Aussi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inverse. Hein. C'est lui qui te prenait pour un extraterrestre. Tu lui demandais d'apporter des preuves scientifiques. Il a compris quand même, hein? Oui. Mais vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ah, mais j'ai plein de témoignages. J'ai dit, 1000 témoignages ne valent pas un fait. C'est intéressant, des témoignages. Ce matin, lors de ma conférence, j'en ai sorti un témoignage personnel, pour m'assurer que tout le monde écouterait bien. Tout le monde écoutait très bien après, bien sûr. Les gens aiment ça, des témoignages. Bon, d'accord. Aïe. J'avais oublié de couper ça. Il faut le couper. D'accord, continue. Alors, donc, tu disais la résilience. Donc, sur la mort, il faut qu'on dise aux enfants, être entourés, c'est-à-dire s'assurer qu'ils sont bien entourés. Qu'on en parle. Ceux qui s'en sortent le mieux, oui. Ceux qui sont bien entourés, qui sont un tempérament souple. Autrement dit, c'est dès leur enfance, on entend ces enfants-là dire, pas comme ça, pas dans ces mots-là, mais ce qui m'arrive va dépendre de moi. Donc, je suis responsable de ma vie. Ils ne disent pas comme ça. Mais bon, je vous donne un exemple, puisque ça prend des témoignages. Je viens d'un milieu extrêmement pauvre. Je n'ai jamais eu de lit pour dormir. Et
très tôt dans ma vie, c'est devenu très clair que si un jour je m'en sortais, ça dépendrait de moi. Mais en plus, mes parents ont posé un geste extraordinaire. J'avais des échecs scolaires qui n'en finissaient plus. Hein? C'est le fun, ça, hein? C'est bien. Hein? Et leur commentaire était « Oh, tu sais, nous, on pense que dans la vie, tu vas bien t'en sortir. » Si j'étais enfant maintenant, j'aurais tous les hogs à mes trousses, les psychologues, tous. Tous les hogs. L'incroyable hog aussi. Donc, mais ils m'ont fiché la paix, puis ils m'ont laissé aller. Et à quel moment tu t'es réveillé? Tu as fait comme... Je me suis réveillé à l'université. C'est pas vrai? Ouais. J'ai rentré à l'université comme ça, par la porte de côté. Je suis été accepté dans un programme, puis sous réserve, puis tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai explosé. Bon. C'est comme Darwin, alors. Est-ce que c'est parce que le système scolaire... Non, ça n'a rien à voir avec le système scolaire. C'était avec toi. C'était ça a à voir avec moi. J'ai un déficit d'attention majeur. Alors, j'oublie tout. Bon. Puis une de mes filles a aussi ça. Je dis, Emma, regarde où est-ce que je suis rendu. Elle s'en est sortie aussi. Non, ça va. Moi, j'en ai marre qu'on s'occupe trop des enfants. Vous savez qu'est-ce qui se passe maintenant à l'université? Dépression, anxiété, des choses comme ça. Pourquoi les étudiants n'ont plus de système immunitaire psychologique? On les a surprotégés. On les a empêchés d'avoir des échecs. Mais qu'est-ce qu'un échec dans une vie? C'est rien. C'est rebondir. C'est rebondir. Et on apprend à ce moment-là qu'avoir un échec, c'est pas si grave que ça. Moi, j'ai coulé 2 années scolaires avant d'arriver à l'université. 2! Il faut le faire quand même. Non, mais il faut retenir le son de l'échec. Et c'est vrai que si on travaille cet aspect-là, on se rend compte que l'échec, c'est pas grave. Si on s'arrête pour regarder pourquoi on a raté. Pas quand on est gamin, mais je parle des chefs d'entreprise. On a un système en France où, malheureusement, celui qui est tombé une fois, il a du mal à se relever. Ouais, non, ça je peux pas. Et surtout dans l'entreprise aussi. Pour l'entreprise, quand on est tombé une fois, on a du mal à se relever. La banque vous dit oui, vous avez coulé ça, moi je vous suis pas. Il faut au contraire dire, s'il a coulé une fois, il va retenir le son de l'échec et il va repartir sur de meilleures bases. Mais c'est vrai que c'est pas dans la culture française. Ouais. Au contraire, ici, on a tendance à... comme on a décidé pour que tout le monde réussirait, d'ailleurs le taux de réussite au bac c'est affolant parce que bientôt il sera à 100%. Ah oui. Et pourtant on me dit qu'il y a des gens qui sont en terminale qui ne savent pas lire ou écrire. Donc il y a un truc que je ne comprends pas là. Et donc je connais des gens qui ont été très médiocres à l'école pendant leur jeune âge et se sont révélés après. Parce que tout le monde ne se réveille pas dans les mêmes conditions au même moment. Ben oui. Et puis qui sont devenus des gens extraordinaires. Et puis il y a des gens qui, en grandissant, moi je le nomme tous les jours parce que... pas Dieu? Non, Dieu il est toujours au sommet. Donc, mais tous les jours, quand je parle, il y a un homme, peut-être qu'on l'aime ou on n'aime pas, peu importe, que j'ai connu... qui était un entrepreneur en bâtiment classique comme nous connaissons et qui aujourd'hui utilise le français très bien, c'est qui le maire du Lamentin, M. Samo. Je dis que ce monsieur, on lui doit du respect parce qu'il a bien évolué dans le bon sens. C'est un exemple et pour moi c'est un des meilleurs maires parce qu'il connaît ses capacités, et ils sont tous des meilleurs. Il n'a que des docteurs autour de lui. Donc c'est un mec intelligent. Mais des docteurs, ça ne veut pas dire intelligence, hein? Non, mais lui, il est intelligent. Ça aide un peu. Ça aide un petit peu. En tout cas, il est intelligent de pouvoir s'entourer des compétences pour pouvoir faire avancer. Donc, bien sûr. On n'en est pas toujours, même contrairement à ce qu'on dit en France, on est à égalité. Pas à tous les niveaux. Il faut qu'on avance. Alors, qu'est-ce que tu devais nous dire d'autre sur la résilience, sur ce que tu as fait et le but du congrès? Bien, le but du congrès, c'est ça, c'était pour parler de la mort. Pour parler de la mort. Mais est-ce que la mort existe? On ne meurt pas. Mais si on meurt. Ah bon? Ouais. On arrête de respirer. Non, mais l'âme ne meurt pas. L'âme est immortelle. C'est-à-dire, si vous dites que l'âme est immortelle, ça veut dire que vous êtes croyante. Ah bon?
Oui, c'est-à-dire que c'est un concept religieux. Alors que pour moi, l'hypothèse de Dieu est une hypothèse inutile. Alors, je ne suis pas d'accord. J'en ai pas besoin. Non, mais il n'a pas besoin que tu sois d'accord. Non, mais j'en ai pas besoin de cette hypothèse. Maintenant, juste une petite remarque. Évidemment, je vais vous surprendre, je vis avec une femme croyante et pratiquante. Ah! Quand elle va c'est elle qui prie pour toi, alors? Non, quand elle va à la messe et qu'elle revient, elle me dit « J'ai prié pour toi » et je lui réponds « Je te remercie ». D'accord. C'est un geste d'amour gentil. D'accord. Voilà. J'en ai juste contre ceux qui promeuvent toutes ces croyances, qu'elles soient religieuses, paranormales, pseudo-scientifiques. Ceux-là, je leur tape dessus à bras raccourcis. D'accord. Et j'ai encore personne qui m'a poursuivi au plan légal. Et c'est dommage. Parce que ici, ils ne vont pas poursuivre. Parce que ça m'aurait... Ils vont t'empêcher de prendre l'avion, tout simplement. De revenir. Il va revenir dans l'avion. Non, mais l'exemple de Mère Teresa... Alors, tu as dit, mais là, tu as fait très fort, tu as déboulonné un mythe. Tu as dit que Mère Teresa, cette religieuse vénérée de par le monde par ses soins aux pauvres et aux malades, serait plus mythe que réalité. Selon des chercheurs qui affirment que la béatification de la religieuse est largement le fruit de la séduction des médias. Oui, c'est-à-dire que, bon, c'est une longue histoire, parce que quand j'ai commencé ça avec une étudiante dans un cours sur l'éthique, j'ai dit, écoute, pourquoi qu'on ne regarde pas Mère Teresa? Puis là, elle a commencé son travail là-dessus, puis finalement, on a débouché sur un très gros article publié dans la plus grosse revue en sciences religieuses en Amérique du Nord. Mm-hmm. D'ailleurs, qu'il l'ait publié, c'est déjà... bon. Studie in religion. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a dit qu'elle faisait, elle ne le faisait pas. Par exemple, l'argent qu'on lui a donné pour acheter des médicaments, elle ne les achetait pas. Elle donnait cet argent-là en très grande partie pour construire des maisons pour ses religieuses partout dans le monde, et le reste s'en allait au Vatican. Et alors, elle avait dit à ses religieuses, quand quelqu'un est en train de mourir, vous lui demandez si la personne veut aller au paradis. Alors, il y a des paradis dans toutes les religions. Tout le monde disait oui, et là, les religieuses les baptisaient. Elle a récupéré comme ça pour le Vatican au-delà de 40 000 personnes. 40 000 croyants qui ont été baptisés. C'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie. Donc, le premier miracle qu'on lui a accordé, c'est une femme donc, qui mettait une médaille de Mère Teresa sur son ventre parce qu'elle avait une tumeur. Elle vivait dans la pauvreté avec son mari. Et son mari n'arrêtait pas de dire « Non, c'est pas Mère Teresa, c'est les médecins. » Et après un certain temps, le gars n'a plus besoin de travailler parce que les religieuses lui ont donné de l'argent pour qu'il se taise. Donc, c'est une fumisterie de première classe. C'est vraiment... Bon, évidemment, quand on a publié ce texte... Oui. Ça a fait le tour du monde, c'était viral. Alors, j'avais une assistante, j'ai reçu, je ne sais plus combien de courriels haineux. Et regardez bien la suite, c'est très intéressant. Alors, quand c'était des courriels vraiment haineux, je disais à mon assistante, bon, voici qu'est-ce qu'on répond. J'ai bien reçu votre courriel, je comprends votre réaction. Nous avons eu sensiblement les mêmes réactions quand on a pris connaissance des faits. Je vous envoie le texte original. Si vous nous démontrez que l'on se trompe, nous ferons des excuses publiques formelles. Réaction. 50% ont répondu. Parmi ce 50%-là, 50%, de toute façon, vous êtes un trou de cul. Bon, ça réglait le problème pour eux. L'autre 50%, particulièrement des Européens et des Français, qui m'écrivaient ceci. Écoutez, jamais un professeur d'université ici aurait daigné répondre avec autant de courtoisie, de gentillesse, de respect, et si rapidement. Mais voyez-vous, bon, là, ils se morfondaient un peu en excuses. Bon, mais il y a deux dames qui m'ont écrit une lettre d'une tristesse. Ils étaient là, c'est comme si j'avais fait un tremblement de terre pour eux. D'accord. Alors j'ai pris mon temps, puis je leur ai écrit une belle lettre, vraiment appuyée. Puis je leur ai dit, écoutez, je vous envoie le texte, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais lisez les 2 derniers paragraphes du texte, ça va vous réconcilier avec Mère Teresa, faites-le. J'ai pas eu de nouvelles, mais
Après ça, je me suis dit, il y a du monde qui ont été secoués avec ça, mais démontrez-nous que l'on se trompe et on va avouer. Vous avez dit quand même en Haïti que l'argent venait des Duvalier qu'elle recevait. Oui. Une minute, il y a peut-être quelqu'un qui nous appelle au téléphone pour régler votre compte. Ah, alors, quand je vois la lumière, je la vois, mais je ne peux pas interrompre mon invité tout de suite. Donc, Annick, dis aux gens ça. Donc, rappelez-nous, la personne, elle n'a pas été assez patiente. Elle a trouvé ça un peu dur. Elle a trouvé ça un peu dur. Et parce qu'elle a vu la lumière. Elle a vu la lumière, peut-être comme Mère Teresa lui a dit, mais non, raccroche, ça sert à rien. Ouais. Ce démon-là, tu l'auras pas. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est... mais ça a fait le tour du monde. On a été inondés de alors, l'argent qu'elle recevait des Duvalier. C'est-à-dire qu'elle a frayé à peu près avec tous les dictateurs de la Terre. Écoutez, elle disait que le fils de Duvalier, celui qui dirigeait Haïti, aimait les pauvres et que les pauvres l'aimaient. Papa Doc. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il volait tout le monde. Bien sûr. Donc, oui, mais c'est Dieu qui dit ça. Dieu dit qu'on est pauvre et que le paradis, c'est là-haut, qu'ici, on n'a pas besoin d'argent. Oui, alors vous allez m'expliquer. Non, peut-être que je vais me contredire, là. Où est-ce qu'on croit le moins? Ce sont dans les pays riches, sauf aux États-Unis. Mais ça, les États-Unis, c'est un cas à part, puisqu'ils ont élu Trump. Donc, ce sont dans les pays riches qu'on croit le moins, et ce sont dans les pays pauvres qu'on croit le plus. Mais oui. Diantre. Si Dieu est bon, il ne devrait pas permettre qu'il y ait des gens aussi pauvres. Alors pourquoi ce sont les gens des pays pauvres où la présence de Dieu se fait le moins sentir que eux continuent à croire? Ah, non. Ça c'est... Alors, non. Pas réponse à ça. Pourquoi? Non, pas chercher réponse à ça. La personne de téléphone. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom, vous nous appelez d'où? Le prénom Mike de Fort-de-France. Mike, vas-y Mike, on t'écoute. D'accord, c'était pour dire au monsieur, j'ai suivi un peu son intervention. Il a peur. Comment? Vas-y Serge, il faut là, vas-y. J'entends pas bien, mais je fais. Mike, vas-y. Oui, vous m'entendez? Augmente un peu le son Yannick, il n'entend pas bien. Ah, vous m'entendez pas bien? Voilà. C'est mieux. Non, c'est trop là. Trop, vas-y. D'accord. Non, c'était pour dire au monsieur, chapeau pour son intervention. Merci Mike. Attendez, je m'éloigne. Attendez 2 secondes. On s'est trompé pour repartir. Oui, allô? Oui. Oui, désolé. Donc voilà, après, moi j'ai pris l'émission un petit peu en cours et j'ai été très surpris d'entendre ça déjà sur les médias, on va dire, locaux, parce que c'est très rare de remettre en cause certaines croyances. Et voilà, c'était pour lui dire chapeau. Pour dire merci. Merci Mike. Merci beaucoup. Donc Mike, c'est la nouvelle génération. Vous m'entendez? Oui, vas-y. D'accord. Après, moi, comme je me permets de tutoyer, comme tu as dit, nouvelle génération, c'est que je pense qu'il y a quand même certains qui se remettent en question et qui essayent, on va dire, d'étudier l'histoire des Noirs, qui pour moi ne commence pas au niveau de l'esclavage, qui fait que tout ce qu'on nous a inculqué en parlant de Mère Teresa, en parlant du christianisme et tout, à un moment, je sais pas, avec un brin de recherche et de connaissance, on voit qu'il y a un souci, il y a beaucoup de falsification de l'histoire. Donc avec des interventions comme ça, je pense que ça peut quand même ouvrir les yeux de certaines personnes. Bravo Mike, tu viens de là. Laisse-moi tes coordonnées hors antenne. Je vais t'inviter pour une émission. Merci. Merci Mike. Alors, tu as entendu ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. Il t'a félicité en fait. Il a dit que c'était plutôt, c'était plutôt rare d'entendre sur les médias des intervenants qui démolissaient la culture dominante, religieuse dominante. Et Mike a dit qu'il sait que nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, qu'on vient de plus loin et que tout ce qu'on nous a enseigné pendant l'instruction religieuse, Dieu, la pauvreté, le royaume des pauvres, tout ça, il sait que c'est un commerce. Ouais. C'est clair. Alors, je dois juste préciser une chose. Oui. Il n'a jamais été dit dans la Bible que les gens qui croient en Dieu doivent être pauvres.
Au contraire. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Hein? Non, mais pour parler de la bon. pauvreté. Non, tu n'as pas répondu. Pourquoi c'est là où on est le plus pauvre? En Haïti, en Martinique, dans les pays colonisés. On a besoin d'espérance. L'espoir. On a besoin d'espérance. On a besoin d'espérance. Oui, et puis les pays industrialisés, ils ont d'autres soucis. Parce qu'ils sont pressés de réussir, ils sont pressés pour l'ascenseur social, ils sont pressés pour plein de choses, donc ils mettent Dieu de côté. Non, mais ils ont eu Dieu à un moment. Ils ont amené vers le sud, puisqu'on a été colonisé donc, par les missionnaires, tout ça. Oui, mais c'est un plan, les missionnaires, c'est un plan. Les sessions, l'éducation religieuse, c'est un plan. En Martinique, quand l'esclavage va être aboli, ils disent il faut qu'on leur fasse aimer Dieu pour qu'on ne soit pas décapité. C'est écrit dans tous les trucs. Mais c'est le Nord qui est venu inculquer ce genre de choses. C'est le Blanc qui est venu, oui. Oui, voilà, en quelque part. Mais bon, qu'est-ce que tu as à dire Est-ce que toi, tu es croyant? Oui, je suis croyant. Ah. Je suis croyant. Et donc, comment je suis croyant et j'assume, mais je comprends aussi que des gens ne partagent pas cette croyance. Donc j'entends ce que dit mon voisin de droite, Serge. J'entends ce que dit Serge. Je respecte ses croyances. Je sais qu'il respecte les miennes. En fait, tu respectes mon absence de croyance. Vous savez, il y a des gens qui m'aiment bien, qui me disent, mais qu'est-ce qui va t'arriver quand tu vas mourir? Ben, je dis, écoutez, j'espère que ma femme va me faire brûler pour mettre mes cendres dans un potager, que je serve d'engrais, au moins je servirai à quelque chose. Et donc, il n'y a pas d'âme. Donc, tu dis qu'il n'y a pas d'âme. Non. C'est un concept religieux qui n'a... Je comprends que les gens aiment ça, dire ça, mais on est bêtement un organisme biologique. Et d'où on vient alors? Hein? L'évolution. C'est au Darwin. Ben oui, tout à fait. Mais au début, on était peu nombreux, et puis maintenant, on est tout ça. Ben oui, mais parce qu'on a baisé. D'accord. C'est pas si simple. Non, mais écoutez, mais c'est... Mais attends, je crois qu'on va foutre, tu lui as enlevé la parole. C'est un peu primaire, mais... Mais c'est comme ça. À ce point, tant que ça? Tant que ça en est, tant que ça... Non, mais écoutez, mais quand on regarde la théorie de l'évolution, les plus forts ont survécu, puis les plus faibles sont morts. Et c'est grâce à la civilisation que maintenant, on réussit à sauver les plus faibles. Je pose une seule petite question. Aujourd'hui, on est en 2017. Oui, sauf erreur, oui. Voilà. Bon. Chaque fois que je regarde dans l'histoire, on me parle de 2017 et que je ramène à l'an 0, c'est la référence. L'an 0, Jésus. L'an 0? Oui. Ah, donc, okay, dans la chronologie. Dans la religion catholique. Non, dans toute religion, c'est une référence de mondial international. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Voilà. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il y a quand même eu Jésus-Christ. Pourquoi cette référence? Puisque c'est une référence reconnue, acceptée par tous les scientifiques. C'était la religion dominante à ce moment-là, c'est tout. Et que ça a fait l'affaire du Vatican de dire on va commencer l'année 0 avec la religion catholique, c'est tout. C'est un coup de maître. C'est un coup de maître. C'est une des plus grandes sectes du monde, la religion catholique, qui est imposée. Voilà. Bon, mais nous finissons ça. Oui. Mafoun, qu'est-ce que tu as à dire sur ça, Mafoun? Non, mais monsieur, c'est un physicien, c'est un monsieur. Lorsqu'on est physicien, on croit ce qu'on voit. Mais je suis pas un physicien, moi. Vous êtes un mathématicien. Vous êtes un mathématicien, mathématique, physique, scientifique. Je suis un scientifique. Eh bien, la science, c'est ça, c'est ce qu'on voit. En psychologie. Tandis que quand tu es croyant, monsieur, ben, tu crois quelque chose que tu n'as pas vu. Les croyants, c'est ça. Ils croient en Dieu, ils n'ont jamais vu Dieu. Mais ils croient en quelqu'un, ils croient en une force là-haut. Mais si vous êtes physicien, c'est rare de voir un physicien qui est croyant. D'ailleurs, monsieur, il est chef d'entreprise. Il était chef d'entreprise, monsieur. Là, il était au MEDEF. Monsieur, vous êtes croyant? Oui, je suis croyant. Vous êtes croyant. En tant que chef d'entreprise, normalement, vous êtes communiste alors. Parce qu'un chef d'entreprise qui est croyant, il doit partager les richesses. Donc, je suis communiste. Si vous n'êtes pas communiste, vous n'êtes pas croyant. On prend un appel. Oui. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, oui. Oui, c'est encore Mike. Oui, Mike.
Donc, c'est vrai que j'aurais bien aimé être sur le plateau parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui. Et moi, j'aurais aimé poser la question aux gens qui ont reçu, on va dire, une éducation religieuse. Donc, à Philippe et on va à dire plus Rodrigue. religieuse, parce que là, il y a des croyants sur le plateau. Oui. Et je voulais juste poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait, c'était quoi la culture avant l'esclavage? Est-ce qu'ils peuvent me répondre là, à me dire comment s'appelait cette culture-là avant l'esclavage? Le Dieu. Quel Dieu? Oui, quel Dieu qu'il y avait avant cette croyance-là? C'est même pas quel Dieu, mais quelle culture, parce que les Noirs, quand ils ont été mis en esclavage, ils avaient une culture, il y a un nom. Et c'est là où je veux montrer que malheureusement, on nous apprend pas, on va dire, pour moi, les bonnes choses. On nous apprend, on va dire, la version du dominant. Du catholique. Comment? Alors, les garçons... Je n'arrive pas à voir le lien entre la culture et... Il dit qu'aujourd'hui... Vous croyez dans ce Dieu qui vous a été imposé. Et avant cette culture dominante, les Noirs viennent d'Afrique, viennent singulièrement d'Afrique, oui. Singulièrement d'Afrique. Qu'est-ce qu'il y avait avant cette religion-là? Pourquoi ne pas aller chercher un peu plus loin que ce qu'on vous a imposé? Est-ce que vous savez ce qu'il y avait avant? C'est ça que Mike demande. Parce que pour moi, je ne sais pas s'ils pourront répondre, parce que pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une culture qu'on appelait une culture kamite. il y avait des rituels, il y avait des choses qui ont été, on va dire, interdites par l'Église catholique. Par les maîtres, oui. Non, un exemple comme même pas forcément par les maîtres, par l'Église, pour moi, catholique. Qui veut dire que pour moi, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas adhérer à un organisme qui, à l'époque, avait un pape qui a décrété que le noir n'avait pas d'âme. Donc pour moi, c'est un scientifique, le pape. Comment? Non, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Comme Serge a dit qu'il n'y a pas d'âme... J'ai dit que c'est le pape qui était un scientifique et qui a dit que les Noirs n'ont pas d'âme. Oui, non, mais après, voilà. Bon, après, chacun a quand même sa définition au niveau de la spiritualité. Moi, je peux ne pas être forcément croyant, mais croire en certaines spiritualités et croire, on va dire, au fonctionnement des âmes. Après, chacun, mais dans l'importance des faits et de ce qu'il y a eu quand même, on va dire, comme impact sur quasiment pour moi l'humanité, surtout au niveau des Noirs, quand une autorité ose dire que voilà, le Noir n'avait pas d'âme et qu'on pouvait, le prendre pour mais Mike, Toutankhamon croyait aux âmes, puisque dans les tombeaux et tout, les Égyptiens croyaient aux âmes. Oui, mais c'est ce que je veux dire, il faut faire attention. Ceux qui ne sont pas forcément croyants, ceux qui n'adhèrent pas, on va dire, à la religion, on va parler aux religions imposées, ont une autre spiritualité. Quand on se rapproche aussi de l'Égypte antique, il y avait des rituels, il y avait certaines choses qui ont été mises en place. Moi, ce que je regrette, c'est que je parle du peuple noir et on regarde comment on est quasiment les plus croyants, les plus fervents à quasiment envahir les églises, à prier, à faire tout ce qu'on a à faire et à enrichir une communauté comme le Vatican. Moi, c'est ce que je trouve. Moi, je trouve qu'il y a une ambiguïté qui fait que on est. Mike, ils te répondent, Mike, parce qu'il faut qu'on avance sur le sujet. Alors, il y a une petite chose quand même. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone à part Mike? Non, ça va. Il y a une petite chose. Il voulait lui répondre. Non, je veux pas. Tu voulais dire quoi? C'est-à-dire une chose, puis je me tais après. Écoutez, il y a une chose qu'on a oublié de dire au point de départ, c'est pour fonctionner, le cerveau humain a besoin que ce qui lui arrive fasse du sens. Or, qu'est-ce qui fait du sens le plus rapidement possible? Ce sont les croyances, de quelque nature qu'elles soient. Donc, c'est normal, c'est-à-dire que les gens qui croient sont normaux. À la limite, je dirais même que c'est nous, les athées, les mécréants, qui ne sommes pas normaux. Hein? Alors, donc, c'est pas pour rien que je comprends très bien, j'ai le plus grand respect pour les individus qui croient. Le problème, il n'est pas là pour moi. Le problème, c'est ceux qui promeuvent ces croyances-là en disant n'importe quoi. Mais on voit le ravage que font, comment il a dit, envahissent les églises. On voit le ravage que font ces croyances évangéliques qui débarquent chez nous. Hein. On voit les ravages que font. Je ne suis pas d'accord, parce que moi, je suis de confession chrétienne évangélique. C'est mon choix, parce que j'ai vérifié un certain nombre de choses. J'ai vécu des expériences. Alors, comme tout à l'heure, il disait qu'il n'y a pas de Dieu, je suis désolé. Moi, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses
qui ne m'ont pas encore été expliquées. J'étais malade de la science. Le docteur Lodéon, notamment, m'a soigné, mais ça n'allait pas, il ne comprenait pas. Et puis, chez moi, j'ai été guéri et je n'ai jamais eu des problèmes. La rémission spontanée. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Quelqu'un qui est venu, que personne ne connaît d'ailleurs, qui est venu, qui m'a apporté un médicament. Pour parler des Noirs, parce que donc c'est un médicament qui t'a guéri? Oui, un cataplasme. Que quelqu'un a amené, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui, je me demande encore aujourd'hui comment il a su que j'étais malade. Bon. Oui, mais... Attends, je vais finir. Non, là, il faut que tu regardes là, ici, que tu regardes. Parce qu'il n'est pas derrière toi. Il n'est pas derrière toi. Il n'est pas derrière toi. Même s'il nous bouscule un peu. Ça que je veux dire... Bon, mais on va finir, hein, c'est la dernière parce qu'on continue l'émission. Alors, ça que je veux dire, c'est que souvent... Alors, attends. Je prends un nouvel appel. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. C'est très animé. Ton prénom, tu nous appelles d'où? Janine. Janine, oui. De quelle commune, quel pays? Saint-Pierre de la Martinique. Saint-Pierre de la Martinique. Très bien. Vas-y, Janine. Ouh là là, Saint-Pierre, tu es prêt? Tu es prêt, là? Il y a une fois, j'ai entendu à la radio, dans une émission, quelqu'un qui expliquait sur la religion. Et je vous dis, je suis correcte, mais tout de suite, ça m'a mis dans le doute. Vous savez, le doute, c'est quelque chose qui s'installe tout de suite dans votre vie. Et le monsieur parlait de Dieu, des âmes et tout. Et à la fin, il a dit, je cite, un jour, il a imaginé, et si c'était, parler de Dieu, la résurrection, tout ça, c'était le plus grand arnaque de tous les temps. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et je peux vous dire que j'ai installé ça dans mon esprit. Ça c'est jamais sorti. Chaque jour, je me pose cette question-là. Et si Dieu, c'était la plus grande arnaque? En même temps, quand vous lisez la Bible, Monsieur Canadien. Oui, Madame Martiniquaise. Serge, regarde bien. Quand vous lisez la Bible, elle est véridique. C'est-à-dire que... La parole de Dieu est véridique. Parce que quand vous entendez, il y aura des guerres, des cris de guerre, des famines, c'est pas ça qui se fait. D'accord, on répond Jeanne, mais il va te répondre par le biais du poste de télévision. Okay. Vous m'avez posé une question, madame, à savoir, est-ce que c'est la plus grande arnaque? Elle dit que tu as dit... Qui existe? C'est pas lui qui a dit, elle a entendu à la radio. Elle a entendu à la radio que la religion était la plus grande arnaque. Ça s'est installé dans son esprit. Et elle dit... Est-ce que je pense comme ça? Oui. La réponse est oui. C'est une arnaque extraordinaire et qui fonctionne bien. Et attends. Et elle dit, quand elle lit la Bible, que la Bible dit qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des inondations, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et comment la Bible pourrait prévoir tout ça? Non, la Bible n'a rien prévu du tout. La Bible a écrit des choses. Écoutez, si les gens avaient une meilleure compréhension des notions de hasard et de probabilité, toutes les croyances tomberaient. Écoutez, non, vous avez pas idée, là. C'est uniquement du hasard et des probabilités que quelqu'un prédise qu'il va y avoir une guerre. C'est évident qu'il va y avoir des guerres. Je prédis rien du tout, là. Vous savez ce qu'on s'est amusé à faire pendant des années? 3 cibles. Pays, événements, mois. Puis là, on lançait 3 dards. Afghanistan, pluie, puis le mois de janvier. Ça, c'était censé être une prédiction. Bien, notre façon de prédire les événements qui arriveraient au cours de l'année, on avait un meilleur succès que les astrologues officiels. Mais tu sais pourquoi? C'est la loi d'attraction. Non, mais ça, c'est une autre connerie. Voyez-vous, c'est un pur hasard. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Rien. D'accord. Bon, il faut qu'on avance. Oui. Alors, il y a quelqu'un au téléphone. Je vais la prendre. Et puis, il doit nous quitter. Ouais. Et il faut qu'on parle de l'industrie et de Rounou. Parce que si on continue, tu as à lui répondre. On prend une question et tu réponds à Serge. Oui, bonjour. Oui, allô, c'est encore Mike. Mike, fais vite, dis-nous. Voilà, non, tu peux pas attendre. Petite question aux croyants, parce que depuis le une question, Mike, fais vite. Depuis le temps que les religions existent,
qu'on m'explique pourquoi il y a cette famine dans le monde, pourquoi tous les croyants ne sont pas aussi solidaires pour éradiquer cette famine. Je pense que c'est assez clair. Merci. Je me tais, moi, parce que c'est évident la réponse, là, mais... Bon, alors, sa question. Déjà, je réponds à Mike qui avait dit tout à l'heure, les Noirs avaient certaines croyances qui ont disparu. Alors, je suis désolé, tout le monde a entendu parler de la reine des Sabbats. Oui. Elle est noire et... Elle était noire. Et belle. Oui. Et belle en plus. Et elle croyait en Dieu. Pourquoi on dit en plus? Oui, c'est pas en plus, c'est noir et belle, c'est pas en plus. Non, elle est noire et belle, c'est dans certaines Bibles qu'ils ont mis et. Elle est noire. Bon, alors, et c'est des Bibles qui ont modifié, les Bibles qui modifient l'actualité. Pour parler de la Bible, par exemple, ces croyances, moi j'ai fait des expériences personnelles. Donc, quand on me dit Dieu n'existe pas, moi j'ai expérimenté des choses comme quoi des preuves. J'ai rien à dire. Non. Il a le droit d'avoir des expériences personnelles qui ne prouvent rien parce qu'un fait en science peut exister uniquement s'il a été reproduit à plusieurs reprises. Non, chaque personne vit sa propre expérience puisque pas de la science. Tout le monde est unique. Dans la religion, ce n'est pas la science, c'est de la religion. Voilà. La croyance. Deuxième chose, quand tu parles, c'est vrai, bruit de guerre et tout ça, mais il y a une chose, un phénomène quand même qui est nouveau, qu'on ne connaissait pas et qui était dans la Bible. Il disait que les hommes deviendraient de plus en plus mauvais. Mais ils sont de plus en plus bons. Les hommes mais oui, quand même, quand on regarde ça... C'est pas ce qu'il dit, lui, hein? Échelonné sur des millénaires, oui, ils sont bien sûr. Non, pas bon. Historiquement, on se serait battu. Et là, on se parle. Donc, on est nettement mieux qu'il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, bien sûr, on se serait battu à arracher les cheveux. En tout cas, en Martinique, on n'avait pas de problème de violence comme on a aujourd'hui. Et ça va crescendo. Et en Guyane, regardez ce qui se passe. Et les gens... Non. Attends, tu peux pas partir. Oui, je peux partir. Tu peux pas, non, parce qu'il faut qu'on mette un clip pour que tu sortes. Tu peux pas, il faut enlever les micros, tout ça. Il vient. Une question, je prends la question par respect. Et... Oui, allô? Allô, oui. Oui, votre question? C'est pour l'émission. Mais pour quelle émission? Pour quelle part? Ah ben oui, on a parlé que de ça. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Oui. Yannick, dis aux gens d'éteindre leur poste de télé chez eux. Ok, on met un clip et pour permettre, merci beaucoup. Parce que je dois quitter, vous lui direz. Là, on est en direct, une seconde. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? Dans la calebasse de mon île, dans la calebasse de mon île. Bien bonjour, bien bonsoir, si l'on l'est autant de chant là ça. Jusqu'on pour dire autres qu'un béret pas molli. Même si des fois un tiède à dentil il est là ça. Qu'elle nous qu'a considéré qu'on pays maudit béni. Oh, pays qu'a pas mal tête en bas soleil chaud. Mais mon sauté qui en dit tant qu'est en nous. Oh, dans la calebasse de mon île, en pont maçon là, un bâtiment là, dans la calebasse de mon île, en pont machin là, marin pêchait là. Il drapeau pour symboliser nous. On fait bon histoire, on cultive. On moyen nous qu'à vivre. N'ayons pas peur, allons ensemble debout dans la calebasse de mon île. Politicien là, avocat là, dans la calebasse de mon île.
colère et puis sans hypocrisie. Sans qui j'accoule qui rouse et jardin et chaque pied bois. Par nous force nous la qu'a construit un pays maudit béni. Pays qu'a pas mal tête en bas soleil chaud. Mais mon sautet qui en dit tant qu'est en nous. Dans la calebasse de mon élu, on sécurité là, on infirme là. Dans la calebasse de mon élu, c'est là qui qualité pour pas vivre en disant là. Dans la calebasse de mon élu, intellectuel là, syndicaliste là. Nous revoilà sur le plateau de Zouk TV dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Et Dieu merci, il bâtit. Donc, il y a quelqu'un au téléphone. On prend l'appel. Désolé, mais il faut éteindre le poste de télé et me parler. La personne a raccroché. Très bien. Alors, on continue avec Philippe Jost. Joc. Je dis toujours Jost. Joc, qui est le président de la CCIM Martinique et qui nous parle de la semaine de l'industrie. Alors, l'industrie en Martinique, c'est quoi? En chiffres et puis, c'est quoi l'industrie? L'industrie en Martinique, c'est à peu près 8% du produit intérieur brut martiniquais. C'est de l'industrie agroalimentaire, c'est de l'industrie du BTP, c'est l'industrie de l'énergie. Et cette année, le thème, c'était l'industrie, c'est aussi écologique. Parce qu'il y a une Et j'ai image... rencontré un monsieur, c'est génial, je lui fais un coucou. C'est un monsieur qui m'a dit qu'il a une usine, une plateforme, et que les fruits qu'on ne consomme pas, qu'il les déshydrate et que ça sert à nourrir le bétail. Et on peut même faire du carton et du papier. Ah, tu vois, donc c'est ça. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Et donc on a une industrie qui est assez forte en termes d'image. Quand tu dis aux gens Bière-Lorraine, c'est ancré dans le territoire. C'est ancré dans le terroir. Les gens, ils savent que c'est une production locale. Quand tu dis Chamflore, quand tu dis Didier, c'est de la production locale et de l'industrie locale. D'accord. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces métiers, ces secteurs plutôt, sont créateurs d'emplois. Peut-être pas suffisamment, peut-être moins que par le passé, parce que ce sont des industries qui sont de plus en plus automatisées, avec des robots et des automates. Mais les emplois qui y sont créés sont de plus en plus qualifiés. Il y a une montée en compétences, puisqu'il faut pouvoir réparer le robot, il faut pouvoir gérer la partie informatique des lignes de production. Et tout ça crée de l'emploi et de l'emploi de qualité. Et on profite souvent, comme cette année, de la semaine de l'industrie pour montrer aux jeunes. Il y avait beaucoup de lycéens, beaucoup de collégiens et quelques étudiants du post-bac qui ont participé à la semaine et qui ont découvert des entreprises qui étaient dans leur secteur à la pointe de l'innovation, mais qui étaient aussi écologiques et qui travaillaient sur des process permettant de réduire l'empreinte carbone des produits. On a eu plusieurs temps forts. Donc c'est quoi l'empreinte carbone pour les... C'est ce qu'on laisse comme mauvaise marque dans l'environnement. C'est ça, c'est-à-dire, c'est la pollution, c'est notre pollution en fait. D'accord. On a commencé la semaine par une visite à l'usine d'Enel au Gros-Morne. D'Enel qui fait des jus, de la confiture. Voilà, la confiture et les nectars. Et c'est une entreprise qui a beaucoup travaillé sur son process, qui aujourd'hui fait vivre tout un environnement agricole parce que 100% des produits qui sont transformés à Denel sont des produits locaux. C'est-à-dire qu'ils ont créé, ils ont permis la création de champs de goyaves, par exemple. On n'importe plus de pulpe pour faire le jus. Et tout ça... Toutes les goyaves viennent de chez nous. Toutes les goyaves viennent de chez nous. Et c'est un gros travail qui est fait par le groupe Alain Despointes sur cette partie-là. Et ça montre bien qu'on peut faire chez nous des choses de qualité. Le nectar de Denel, le Royal, est au moins aussi bon que ce qui vient d'ailleurs, Joker et les autres. Mais nectar, c'est pas très bon comme... Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est pas plus sucré qu'avant. Non, c'est pas plus sucré qu'avant. Mais aujourd'hui, on a fait des efforts. Ils font des efforts. Aujourd'hui, on a fait des efforts avec depuis la loi
la loi Vainqueur sur le sucre. On a fait de gros efforts pour réduire la teneur en sucre des produits, pour éviter les problèmes d'obésité que nous connaissons dans notre territoire. Mais cette industrie, je reviens là-dessus, elle est forte, elle a une bonne image. L'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, la MPI, a fait un gros travail et tout le monde connaît les produits piles. Tout le monde connaît les produits piles. Voilà, tout ce qui est produit piles. Et nos produits sont bons. Techniquement, nos industries sont à la pointe. On a vu des choses assez exceptionnelles, des packaging qui sont produits chez nous, qui sont à la pointe de ce qui se fait partout dans le monde. Je prends l'exemple de l'eau, par exemple, l'eau en bouteille. Chamflore a été peut-être la 2e ou 3e usine de France à passer au PET à l'époque. PET, on avait les bouteilles en poly... dans une matière plastique. Voilà. Okay. Mais c'était les premiers à y passer. Parce que c'était l'évolution, parce que les Martiniquais veulent les produits, ils veulent bien acheter les produits locaux à condition qu'ils soient de qualité au moins équivalente à ce qu'ils peuvent trouver ailleurs. Bien normal. Et donc on a une vraie industrie avec des potentiels de développement. Et quand est-ce qu'on fait de l'eau de Martinique en bouteille? Ça ne va pas coûter cher à apporter. Quoi? Quand est-ce qu'on fait de l'eau? Ben on a de l'eau en bouteille. Mais... En bouteille, pas en plastique, en bouteille en verre. Alors, parce que ça, c'est une demande de la part de Guylaine Régal. Alors, tu as déjà le Didier en verre. Oui. Donc, alors après, ce sont des marchés de niche. Il faut pour rentabiliser la... Mais il faut mettre tout en bouteille. Oui, mais pour ça, il faut que le consommateur accepte de payer plus cher. Et quand on voit arriver les bouteilles d'eau importées qui sont moins chères que ce qu'on produit chez nous, c'est difficile de se lancer sur ce créneau-là. Donc, non, mais il y a même des bouteilles importées. Maintenant, ils font tout plastique. Non, mais je sais bien, parce que quand tu fais venir de l'eau, le coût du transport, est supérieur au prix de la matière première. Bon, donc c'est difficile de faire venir des bouteilles en verre. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a l'agroalimentaire qui est très innovant et on a un institut qui dépend de la collectivité territoriale de Martinique qui est le PARM. Le PARM. Ça veut dire quoi? Tous les sigles que vous utilisez. Je m'y perds. Mais c'est Pôle agronomique de recherche martiniquaise. Je crois que c'est ça. Le PARM fait beaucoup de recherches avec les producteurs locaux. Et donc, ça permet mettre sur le marché des produits de qualité. qualité. Et dans les manifestations organisées par la Chambre de commerce et d'industrie dans le cadre de la semaine, nous avions hier, une manifestation sur l'éco-conception pour faire en sorte que dès la création du produit, on s'intéresse à sa mort et à sa résurrection. Il est parti, Serge, ne parlons plus de ça. Mais on s'intéresse comment le recycler. Comment le recycler, quelle est la contrainte écologique attachée au produit. Et là, on recherche 8 entreprises martiniquaises qui accepteraient d'être des entreprises pilotes pour travailler sur l'éco-conception. Il y a un programme conjoint Chambre de commerce, ADEME, l'Agence pour le développement de la maîtrise de l'énergie et la CTM, pour trouver 8 entreprises qui vont accepter de se lancer dans l'éco-conception pour que nos produits soient eux aussi intègrent cette dimension écologique. D'accord. Alors, la cérémonie de clôture, c'était vendredi 24 mars, hier. Et alors, le capitaine d'industrie... C'était aujourd'hui, on est vendredi aujourd'hui. Ah pardon, c'était là tout à l'heure. C'était ce matin. C'était ce matin. Nous avons désigné le capitaine d'industrie. Comment on choisit le capitaine d'industrie? On choisit un industriel qui a... Mais déjà, qu'est-ce que c'est, cette distinction? Mais c'est une distinction qui a été mise en place il y a 3 ans ou 4 ans pour distinguer un industriel qui a une forte implication dans l'économie martiniquaise et qui a des activités qui créent de l'emploi, qui sont présentes à l'exportation et qui donnent une image forte de l'industrie martiniquaise. Et cette année, c'est Laurent-Hugues Despointes qui a été mis à l'honneur, qui a été désigné capitaine d'industrie, puisqu'il a un certain nombre d'entreprises et de marques. Donc les anciens, c'était Claudine Vernon, c'était le rhum. C'était le rhum Naisson. Josiane Capron, c'était la sacherie Capron. La sacherie. Et Christian Torres, c'était un architecte. Non, Christian Torres, Christian Torres, il est dans l'économie circulaire, il est dans le recyclage. D'accord. En fait, il a une société qui s'appelle Sidrep, qui récupère les bouteilles plastiques,
qu'il les transforme en billes, permettant de refaire des préformes pour faire de nouvelles bouteilles. Ah d'accord. C'est l'économie circulaire. Ah, c'est chouette. Et on a un vrai sujet sur cette économie circulaire et ce recyclage, c'est qu'il n'y a pas assez de collecte de bouteilles à la Martinique et en Guadeloupe. On a beaucoup de retard sur le tri sélectif. Il faut travailler ça auprès des enfants parce que les enfants sont plus sensibles que nous, plus sensibilisés que nous à cette problématique. Et aujourd'hui, pour ces bouteilles, alors il faut que les gens les mettent dans les bonnes bornes. Il y a des bornes de recyclage. Il faut que les gens aient le réflexe de les mettre dans les bornes jaunes. Donc à partir d'aujourd'hui, toutes nos bouteilles en plastique, on les met dans les bornes jaunes. Voilà, parce avec les bouchons ou sans bouchons. Sans les bouchons. Sans les bouchons. Et après, ils ont une nouvelle vie. D'accord. Et c'est vrai que ça permet aujourd'hui de créer de l'emploi à la Martinique et de d'accord, réduire on va mettre ça sur YouNou. Sur YouNou, on va mettre ça, qu'il faut mettre les bouteilles dans les bornes jaunes. Absolument. Okay. Parce que c'est important, de penser à ce qu'on va laisser à nos enfants, à la planète qu'on va laisser à nos enfants. Donc, alors, tu nous as dit que c'est le capitaine d'industrie. Tu sais, c'est Antilles-Glace, c'est à la fois les glaces, c'est Brasserie-Lorraine qu'ils ont repris en 2015, avec des gros efforts et des gros investissements sur les effluents et sur l'économie d'énergie. Le capitaine d'industrie, c'est aussi Denel avec les jus royales, Caresse antillaise, la SNIL Lité avec les yaourts Yoplait et les yaourts Manlité. C'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui a un groupe qui emploie environ 600 personnes et qui est présent en Martinique, Guadeloupe, Guyane et qui a des produits qui sont déjà aujourd'hui exportés vers l'Hexagone. D'accord. Donc on a pensé qu'il était légitime et surtout son groupe fait de gros efforts en matière d'environnement avec un gros travail sur les effluents, sur la maîtrise de l'énergie et sur le recyclage. D'accord. Voilà. Eh ben, merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez une question à lui poser sur l'industrie, la CCIM? Profitez, vous ne l'avez pas souvent face à vous. Si, vous rencontrez. Je vais savoir une question comme ça, parce que la CCM, parce qu'il y a les jeunes là comme ça, parce que quand on fait l'école, le campus comme ça, est-ce que votre fait d'études de marché, des bails qui peuvent proposer aussi les jeunes là, pour qui ça nous a fait comme études, parce que quand on fait l'étude campus, mais c'est pas des bails après ça nous a fait. Est-ce que les autres ont un bagage qu'a fait par la politique de vous comprenez sur les. Oui, mais c'est pas de problème. Vous ne pas l'école, là, je pas bouillon. Mais oui, mon âge pas l'école. Non, mais ça faut qu'on sache, c'est qu'il y a un gros effort pour faire pour ces formations, permettre ces jeunes membres là insérer. Il ne faut pas faire formation pour formation. Il faut faire formation qui répond à besoin. Cette entreprise a besoin jeudi et besoin demain. Parce que il y a un bagage qu'il faut qu'on intègre, c'est qu'il y a le métier qui va disparaître, mais il y a le métier nouveau qui arrive. Il faut que nous anticipions ces bagages-là. Et nous pas assez à l'anticipation. C'est pour ça que nous avons formé des gens dans des bagages qui ne paraissent servir à rien encore. Et donc, travail là, nous avons fait la Chambre de commerce là, notamment, c'est d'essayer comment nous avons fait pour ces gens-là orienter vers des formations et auxquelles cette entreprise-là qui a besoin. Ce n'est pas la peine de former les gens pour dire on fait un bagage électronique, pas faire électronique encore. On ne pas un mauvais exemple, mais c'est ça, il faut que nous essayions d'intégrer. Et comme on a parlé de formation et de formation pour les gens travailler dans le pays, moi aussi président, il a créé l'ADOM, l'Agence pour la mobilité des Outre-mer. Et le travail là, nous avons fait à l'ADOM, c'est faire en sorte qu'il y ait mobilité aller pour aller former corps, mais il y a mobilité retour pour vivre travailler au caillou. Ah ben ça, alors là, bel bravo, parce que ça très bien. Parce que c'est pas tout dit parti pour aller servir les autres. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été vu et vécu comme ça, mais aujourd'hui on a une vraie problématique et cette problématique est encore plus forte en Martinique et en Guadeloupe avec le vieillissement de la population. Ben oui. Parce que si on ne prend pas garde... Mais c'est ça qui a occasionné ce vieillissement. Si on ne prend pas garde... Nous tous seuls ici. Nous prions ça. Et puis nous tous seuls. Bien, alors... Je voulais juste lui dire, justement, pour rebondir, c'est que maintenant que j'ai un outil pour informer, parce qu'il y a aussi un déficit d'information auprès de cette population. Moi, je suis pour la pédagogie. Il faut montrer aux gens des choses et on peut
la CCIM peut utiliser mon outil pour aller apporter de manière plus approfondie, parce qu'il n'y a pas de limite, pour bien expliquer, pour bien montrer et faire évoluer l'information régulièrement. Les médias font un certain travail, mais ils ne peuvent pas tout faire, puisqu'ils sont limités dans le temps, ce que moi, je n'ai pas comme contrainte, et aller plus loin pour pouvoir informer. Donc on va travailler ensemble. Mais ce qu'il dit m'intéresse à double titre, parce qu'on a une vraie problématique du numérique et du digital. En Martinique, on a toujours tendance à penser que ça ne concerne pas le petit commerçant et ça ne concerne que les gros. C'est pas vrai. Le petit commerçant, s'il n'est pas digitalisé, bientôt il va disparaître. Ouais. Il faut qu'on puisse trouver ses horaires d'ouverture, il faut qu'on puisse passer les commandes en ligne et venir les chercher ou se faire livrer. C'est ça que la ville de Ducos a fait avec ses commerçants. Et s'il ne travaille pas ce créneau-là, on n'y arrivera pas. Et à la Chambre de commerce, nous avons un gros projet digital pour d'abord digitaliser la Chambre, parce qu'on va vous donner l'exemple. Oui. Avoir des formations qui soient accessibles en e-learning à distance et à n'importe quel moment. Parce que quand vous avez le petit commerçant d'Ajoupa Bouillon qui veut envoyer un collaborateur en formation, c'est compliqué qu'il parte toute la journée. Ouais. Alors que si vous avez la formation disponible sur le net, quand il n'y a pas de client dans le magasin, le collaborateur se forme. Il passe 2 heures derrière dans l'arrière-boutique et se forme aux techniques de vente. Et des plateformes et des portails comme le tien permettront de mettre en ligne des informations utiles à l'ensemble de l'économie martiniquaise. Et est-ce qu'on leur apprend l'esprit d'entreprendre? Est-ce qu'il y a une formation pour ça? Ça fait partie des missions de la Chambre, comme des organisations patronales. Non, mais à l'école, je dis à l'école. On a de plus en plus de liens entre le monde de l'entreprise et le monde de l'école. D'accord. Tu as cette semaine de l'industrie, par exemple, elle est, il faut le dire, faite en partenariat entre l'État, l'Éducation nationale, l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie et la Chambre de commerce. Mais il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de lycéens et de collégiens qui ont travaillé, il y avait un challenge, ils ont travaillé sur un concours d'affiches qui était réservé aux petits et pour les plus grands sur une problématique de collecte de déchets, précisément pour aider l'entreprise SIDREP à collecter plus. Et on essaye de créer le plus de passerelles possible entre ces deux mondes-là qui, pendant longtemps, se sont ignorés. D'accord. Alors, Rounou, le temps nous presse. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire pour ta plateforme aux téléspectateurs? Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que c'est un outil qui est gratuit, qui est ouvert à tous. C'est un endroit où on peut venir apporter son savoir ou alors chercher du savoir-faire, du savoir. Et c'est un outil aussi qu'on peut faire, qu'on peut utiliser par exemple pour les entreprises, pour se valoriser, pour faire connaître leurs produits, parce que nous avons quand même des gens qui font de la recherche. Est-ce que c'est l'équivalent de Wikipédia ou bien l'équivalent de Facebook? Alors ça prend un peu de Wikipédia, oui. Ça prend un peu de Facebook, sauf que tout est structuré et organisé. Il y a des rubriques. On peut naviguer à l'intérieur, on peut aller chercher des informations, revenir. On ne télécharge rien, on se connecte à ONU. D'accord. Et par contre, quand même, il y a une particularité, c'est que les photos, les vidéos, les sons sont protégés, donc on ne peut pas les copier. Hein. Donc, on ne peut pas partager ce qui est sur ONU. On peut partager, mais pas les récupérer et les imprimer, par exemple. Voilà. On va les imprimer. Non, okay. Non, parce que quelqu'un qui met sa photo, ce ne serait pas décent de retrouver sa photo, comme on voit sur Facebook, qui traîne un peu partout. Oui, mais à partir du moment où tu mets ta photo sur Facebook, elle est sur Facebook. Hein. Non, tu acceptes. Tu acceptes. C'est pas, il faut arrêter de dire c'est sur Facebook et puis je ne parle pas des gens qui vont publier, je parle des gens qui utilisent des photos des autres pour s'inscrire. Là, c'est du piratage, c'est un phénomène qui est de plus en plus récent sur Facebook, mais qui est vraiment navrant. Alors, sur Facebook, je fais beaucoup de choses. Sur Rounou. Facebook aussi, mais Rounou, déjà, Rounou a un lien avec Facebook. D'accord. Donc, ou Twitter ou les autres. Donc, on peut publier sur Rounou et envoyer directement sur les autres plateformes. Alors, sur Rounou, on peut faire des statistiques, on peut faire des sondages, on peut faire, publier des informations, on peut avoir son propre blog pour se présenter, se mettre en valeur. Comme sur Facebook.
non, sur Facebook, on ne peut pas faire du sondage, par exemple. Non, pour on le peut blog, pas avoir pour son... le blog, pour tout ça. On ne peut pas naviguer, on met des pages en vrac. Et moi, j'ai structuré. On peut mettre des menus, cliquer, partir, revenir, cliquer sur un autre blog si on travaille avec quelqu'un d'autre. On peut vraiment construire un vrai site de présentation. On peut faire des petites annonces avec des rubriques bien Il y a combien de rangées. personnes aujourd'hui qui utilisent Uno? Alors, la dernière fois que j'ai regardé hier soir, il y avait 16 000 environ qui étaient déjà sur Uno. Maintenant, j'ai déjà eu près de 600 000 visites. Donc, ça va très très vite. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de visiteurs et de messages de personnes d'Amérique du Nord et d'Europe. Donc, un peu l'Amérique du Sud maintenant et un peu beaucoup l'Australie. Et pas assez de chez nous. Pas assez de chez nous. D'accord. Et on me fait signe que... Mais dis-moi juste un truc pour les téléspectateurs. C'est quoi ton modèle économique? Tu vas vivre de quoi? Je vis de la publicité. Ben, c'est pour ça que je te propose d'en parler, parce que je sais que c'est ça le modèle économique. Il faut dire aux gens qu'ils peuvent, via Uno, promouvoir... faire la promotion de leurs produits, mais également les artistes, tout ce qui est culturel, sportif. On peut venir faire sa propre promotion sur le produit, créer son blog, il y a une rubrique encyclopédique aussi pour apporter des dossiers plus profonds. Voilà. Donc, mais qui va lire de l'information? Alors, c'est comme sur Wikipédia. C'est comme Wikipédia, c'est ça. Les gens déposent et c'est pas contrôlé. Alors là, stop. Il faut des modérateurs. J'ai des modérateurs. Alors, Mafoun, la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est officiel. On connaît la liste des 11 sélectionnés grâce au parrain pour le poste de président. Eh oui, la liste est faite. Il y en a 11. 11 comme une équipe de foot. Normal, me direz-vous. La politique est foutue. Mon Dieu. Le tic-tac est lancé. Chacun sa tactique. Avec 5 grands à l'avant et les autres petits à l'arrière. Eh oui, c'est une nouvelle tactique, oui. Le défenseur Dupont. Vous connaissez le défenseur Dupont? Le défenseur Dupont déniant une place à l'avant, il n'a pas ri. Il a quitté le studio sur TF1. Mon Dieu, il réclame un changement tactique. Tous devant. On assiste à la télé au match. Oui, au match d'ouverture. Il y avait des hauts, mais il y avait des bas. Mon Dieu, la politique. Une affaire chaque semaine. Il faut voir ça vraiment. C'était le bon filon à droite. Maintenant, la roue tourne à gauche. Enfin, la roue tourne mal. Ça a coincé. Avant d'entrer à l'intérieur, il avait mis en place l'intérim pour fillette. Bon Dieu. Non, céder des emplois. Toutes les filles de Bruno à leur âge avaient déjà des CDD. Toutes les filles de Bruno à leur âge avaient déjà des CDD. Mon Dieu. Après avoir missionné des fillettes dans l'assistance parlementaire, il a démissionné. Mon Dieu, mais c'est terrible. Hein? Enfin, vous avez vu ça? Le TCSP a bougé. Ça n'était pas un tremblement de terre. Il a bougé. Mon Dieu, non, mais c'est formidable, vraiment. On est content lorsqu'on a vu ça. Mais non, tout est permis maintenant. Revoyez vos codes et ne tombez pas dans le panneau. Surtout pas dans le panneau. Avec tous ces embouteillages de TSP à l'arrêt, avant, le transport nous était en noir. Eh bien, maintenant, on roule à blanc. Bon Dieu. Non, mais c'est formidable. C'est pas raciste, ça, quand même. Hein. Et c'est parti. Pendant les tests, ce sera TCSP. Pendant les tests, oui, TCSP. Transport, en commun, 100 personnes. 100 personnes. C'était 300. Mais non, mais bien sûr, là, donc à partir tous les jours, ça compte ça. C'est comme ça. La date de démarrage, c'est un mystère. Hein. Jusqu'à présent, c'est un mystère. Enfin, que se trame-t-il encore? C'est pas le 5 avril. Mais je pas ça. Je dis la date de démarrage officiellement, je pas ça. C'est juin, c'est septembre. C'est 2 mois. Il y a 2 mois. C'est un mystère pour l'instant. Il se trame quelque chose, on ne sait pas encore. C'est un mystère. Enfin, contrôle cette semaine avec l'exercice Richter 2017. Ah oui, pauvre mère. Elle risque de faire des vagues un jour. Des communes n'ont pas bougé. Non, elles n'ont pas bougé. D'autres pensent qu'on dit vague quand on parle de tsunami. Attention, pas de vague, mais ça va faire mal, hein, vraiment, je vous dis ça. Et puis, malheureusement, la Guyane, nos amis guyanais, la Guyane est malade. Ah oui, elle est paralysée, elle est bloquée de partout, elle est en mauvais état, santé, sécurité, économie, et c'est la crève générale. Ah mon Dieu, Tomoto à l'arrêt, le lancement d'Ariane, la fusée est bloquée. Les médias nationaux n'ont rien dit. Fusée,
Et la ministre, elle a refusé d'y aller. C'est le coup en Guyane. Ah, vraiment. Ah, Mikarem, c'était ma foune, c'est tout. Présidente NPB, non pas pour CDIS. Retrouvez-moi sur mon Facebook, vous allez une petite vidéo, on y va, c'est pas possible. Et puis, vous nous bientôt. Merci. Merci merci, Mafoun. Alors, ce soir, je vous dis, il y a une conférence avec le docteur Nossin à Rivière-Roche sur la phytothèque d'urgence, Faïgombo à la place des compresses, tout ça pour quand il y aura le tsunami ou le tremblement de terre ou gros bagay là qui a pété, ben que nous peut soigner comme nous et puis ça quitte à nous, ça qui boque à nous. Donc ce soir 18h à la Rivière-Roche. Rivière-Roche. Voilà. Merci Yannick, merci pour cette émission. Merci Monsieur le Président de la CCIM, Philippe Jox. Merci Rounou Dominique Sorel. Rodrigue Sorel. Mais pourquoi j'ai Rodrigue Sorel? Rodrigue. Et puis Mafout, c'est tout. Et puis c'est dommage. Merci à Serge Larrivé. L'émission sera rediffusée lundi matin à 8h30. Donc vous pouvez revoir si vous nous avez pris en cours. Et moi, je vous dis à mercredi matin. Bisous. Bye bye. Merci. Merci Yannick pour cette émission.